Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e cours de philosophie générale consacré à la notion de temps. Aujourd'hui, nous allons effectuer un retour à l'existentialisme de Sartre, sur lequel nous ne nous sommes plus penchés depuis un certain temps, car son ouvrage majeur, L'être et le néant, possède un passage consacré à la temporalité dans sa deuxième partie, qui va nous servir à faire évoluer notre précédente réflexion existentielle par rapport au rôle que joue le passé dans notre existence. En effet, nous avons vu précédemment avec Machiavel que la temporalité dans laquelle nous nous situons au niveau historique pouvait jouer un rôle déterminant dans la marge de manœuvre qui s'offre à nous afin de conduire notre existence comme nous l'entendons. En ce sens, on s'était demandé si par conséquent, de mauvais calculs et de mauvais choix pouvaient entraîner un poids du passé au sein même de notre présent, faisant de notre vécu un facteur déterminant pouvant nous empêcher de nous projeter vers l'avenir. De même, le problème du caractère se pose car nous avons vu également que nos projets pouvaient d'autant plus réussir lorsqu'ils étaient en adéquation avec la nécessité d'une action conforme à ce qui nous est naturel. On peut donc se demander si le temps est relatif à une succession d'événements dérivant des choix que nous effectuons, et si nous avons bel et bien le pouvoir d'introduire de la nouveauté et de l'imprévisibilité dans notre existence, pour peu que nous soyons capables de nous affranchir d'un passé ou d'un naturel limitant la réussite de nos projets. C'est justement cette idée de projet qu'analyse Sartre dans la deuxième partie de L'être et le néant, consacrée à la temporalité. On s'appuiera par ailleurs essentiellement sur la section intitulée Ontologie de la temporalité, chapitre 2, section 2, de cette deuxième partie de L'être et le néant, où Sartre examine dans quelle mesure nous avons toujours la possibilité d'aller de l'avant signifiant bien se projeter, précisément, aller vers ce qui n'est pas encore devant nous, ce qui n'est pas encore de l'ordre du présent, et qui s'inscrit donc dans une temporalité future. Je rappelle au cas où que les trois temporalités principales, telles qu'on les a déjà étudiées dans des vidéos précédentes, notamment celle consacrée à Augustin, sont le passé, le présent et le futur. Le passé étant un présent qui n'est déjà plus, le présent un futur qui est advenu, et le futur un présent qui n'est pas encore. C'est comme s'il y avait une stricte continuité entre passé, présent et futur. Or, c'est en partie cette idée que Sartre va réfuter en montrant que par notre propre liberté, que Sartre suppose comme quelque chose de fondamental et d'infaillible, nous introduisons une discontinuité entre le passé, le présent et le futur, en vertu du fait que nous pensons toujours le temps en fonction du futur, et seulement du futur sous l'angle de la projection. Dans le passage intitulé Ontologie de la temporalité, Sartre dit la chose suivante, je cite, « La temporalité ne peut que désigner le mode d'être d'un être qui est soi-même hors de soi. » Bon, fin de citation, qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie que pour Sartre, il n'y a de temps qu'en temps que nous tendons vers un but, nous sommes toujours du point de vue de la temporalité, qui implique un certain rapport au temps, en tension vers autre chose que le présent. Nous sommes constamment en projet vers autre chose que le présent, ce qui nous met hors de nous parce que nous sommes des êtres dotés de projets. Nous ne nous contentons pas du présent, de qui nous sommes en ce moment même, et nous tendons vers autre chose. Le projet, c'est le but que nous nous donnons et qui donne un sens au présent, à ce que nous décidons de faire à partir de ce projet-ci. Si nous considérons le passé, le présent et le futur comme des temporalités constituées d'événements distincts, et que l'on peut donc caractériser de périodes, il apparaît que ces trois temporalités ne sont pas unies comme si elles étaient imbriquées les unes dans les autres, comme si le futur n'était qu'un simple prolongement du présent, lui-même un simple prolongement du passé, puisque notre libre arbitre nous permet de délibérer et nous met en présence d'un ensemble de possibles. C'est nous qui faisons advenir tel présent plutôt que tel autre parmi l'ensemble des projets possibles, qui sont donc des futurs potentiels, mais qui ne sont pas encore actualisés. La liberté humaine, selon Sartre, permet de rendre présent ce qui n'était que possible, et donc ce qui demeurait contingent,
C'est ce qui explique que d'après lui, il y a une contingence à l'œuvre dans le monde qui rend le réel et les événements futurs imprévisibles. L'homme ayant le pouvoir de rompre à tout moment avec ce qui a été durablement et paraissait pouvoir durer de façon continue à l'avenir. Pour que tout ceci paraisse moins abstrait, on va prendre des exemples concrets. Et ces exemples-là sont de Sartre lui-même, qui avait un grand talent pour prendre des exemples parlants issus du quotidien, il faut bien le reconnaître. Le mariage et l'achat d'une maison, par exemple, limite mes possibilités et me dicte ma conduite, nous dit Sartre. Sartre montre ici qu'en fonction des choix passés que nous avons faits, il y a un présent qui s'annonce sous une certaine configuration et qui semble s'imposer à nous. J'ai une femme et une maison, j'ai signé des contrats, je ne vais pas à tout moment lourder ma femme et me prendre une autre maison quand on sait tous les investissements que ça a pu me demander. Mais justement, c'est ça la question que Sartre veut élucider, à partir de son propre existentialisme bien entendu. Est-ce que ce présent, qui est là, est le strict prolongement logique du passé et est-ce que justement je n'ai d'autre choix que de l'accepter ? Sartre répond à ce problème d'ordre fataliste et qui, en un sens, pourrait encore se poser, après que l'on ait défini le sujet humain comme la somme de ses actes. Je peux me penser libre autant que je veux et penser que je suis susceptible de me réinventer à chaque choix, mais il n'empêche que certains actes passés nous emprisonnent plus que d'autres, et qu'il paraît impossible d'instaurer une rupture avec eux. Eh bien pour Sartre, justement, pas du tout. Ah ah, ça, on s'y attendait pas, car c'est à partir du futur et toujours en fonction du futur que le passé va être conservé dans le présent. C'est ça la grande thèse de Sartre ici. Le futur nous apparaît sous l'angle du projet, comme je l'ai dit, et donc en fonction de ce que je projette, je vais déterminer librement ce qui a encore de l'importance au sein du passé et qui continue à hanter mon présent. Sartre dit la chose suivante. Tout mon passé est là, pressant, urgent, impérieux, mais je choisis son sens et les ordres qu'il me donne par le projet même de ma fin. Fin de citation. Ici, la fin, c'est le but que nous nous fixons librement, et le projet est donc ce que nous allons accomplir par nos actes dans le futur à partir de cette fin. Par conséquent, même si les engagements que nous avons pris à un moment donné réduisent considérablement nos possibilités à venir et nous conduisent à prendre certaines habitudes par conséquent, à entretenir notre maison et à nous montrer fidèles et aimants envers notre femme par exemple, pauvre Sartre, il a dû frissonner en prenant de tels exemples. Brrr. Ces engagements-là qui déterminent le présent n'ont de sens et de force que par rapport au poids du passé. Mais ce poids du passé, d'où vient-il ? Et de quelle manière nous soumet-il à sa tyrannie en se montrant pressant, dans la citation précédente, au point d'exiger de moi des décisions rapides et en conformité avec ce qui précède ? Eh bien, si vous connaissez déjà un tout petit peu Sartre, vous devez déjà vous en douter, de nous-mêmes. Nous ne sommes pas ce que notre passé a fait de nous, car le passé n'est que le résultat d'un projet antérieur que nous avons actualisé par notre acte qui lui a donné naissance. Et si ce passé continue d'influencer notre présent, c'est uniquement parce que notre projet n'a pas été voulu en rupture et en discontinuité avec ce passé. Nous pouvons bien évidemment nous libérer du passé, car le passé n'a jamais été que le résultat d'actes libres de notre part, tout comme ce que nous décidons au présent, mais ce n'est pas par rapport au passé que nous décidons de ce que nous allons faire à l'avenir, mais de notre projet. Parce que c'est notre projet! Ce n'est donc pas à cause du fait que je suis uni à une femme, que je suis déterminé à rester avec elle, mais seulement en raison du fait que je n'ai pas pour projet de la quitter, que je reste avec elle. Il y aurait donc, pour Sartre, une forme de lâcheté à se décrire comme prisonnier de son passé, car le passé n'est pas une substance déterminant notre vie à notre insu. Il est la réalisation d'un projet antérieur qui s'est temporalisé et s'est rendu présent par notre acte. C'est nous qui l'avons librement fait naître. C'est en ce sens que nous donnons nous-mêmes au passé le poids qu'il a sur notre existence, car comme le dit Sartre ensuite, ainsi, l'urgence du passé vient du futur.
Fin de citation. C'est toujours en fonction du futur que nous déterminons ce qui, au sein de notre passé, doit avoir une influence sur nos décisions au présent. Selon Sartre, je le rappelle, il y a un choix originaire que nous faisons de nous-mêmes. Nous nous choisissons originellement en tant que personne à part entière, et donc les caractéristiques sociales que nous adopterons et qui guideront notre mode de vie sont le résultat de ce choix antérieur et fondamental. Mais le caractère antérieur chronologiquement de ce choix n'a rien d'une entrave ou d'une contrainte, car il peut être modifié radicalement. Il sert de support aux autres projets possibles, mais peut lui-même être choisi autrement à n'importe quel moment, comme n'importe quel autre projet. Je me suis choisi à un instant donné comme professeur de philosophie, je dois donc faire cours à des élèves, préparer des cours et corriger des dizaines et des dizaines de copies. Eh bien, si j'en ai envie, ce projet antérieur, hop, je le rectifie et je me réinvente en tant que, je sais pas, mannequin par exemple. Bon, moi en tout cas, je n'ai pas envie de changer ce choix originaire car j'aime trop mes élèves, mais bon, si on en croit Sartre, il suffirait que je veuille instaurer une rupture avec mon passé en fonction de mon projet pour que mon présent s'en trouve immédiatement modifié et que je ne sois plus professeur de philosophie par exemple. Toutefois, Sartre précise dans la suite du texte que la conservation du passé dans le présent, à partir du futur, peut tout à fait être nuancée. En effet, on pourrait dire à Sartre, t'es bien gentil, mais si j'ai envie de changer de voie ou de prendre tel ou tel nouvel engagement, en rupture avec mon passé, mais que je ne peux pas le faire en totalité, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que je fais preuve de mauvaise foi ou est-ce que je suis tiraillé, sachant que, pour Sartre, le tiraillement serait encore une forme de déni volontaire, puisque, au fond, quand on délibère, les jeux sont déjà faits, je le rappelle. On décide déjà originellement de ce que l'on voudra faire, et le reste n'en est qu'une confirmation. Le tiraillement venant du fait que l'on ose s'avouer ce que l'on veut réellement. Le fait qu'on n'ose pas se l'avouer délibérément, donc. En fait, pour Sartre, le fait que passé, présent et futur ne soient pas perpétuellement en discontinuité, fort heureusement, il y a quand même un minimum de cohérence dans nos actes et dans notre existence, sinon on aurait du mal à s'y retrouver, mais qu'une rupture radicale avec le passé soit possible, vient du fait qu'il y ait des degrés de vie et de conservation du passé au sein même du présent. En effet, la discontinuité inévitable entre passé, présent et futur, liée à notre liberté, est nuancée du fait que notre rapport au passé ne soit pas pensé de manière binaire par Sartre. Il n'y a pas d'un côté, par exemple, je reste toujours le même, je fais le même métier toute ma vie et je meurs aux côtés de la femme que j'ai épousée, et de l'autre, je change de job tous les 5 mois, je me marie 6 fois, ou absolument jamais, et je couche à droite à gauche avant de mourir d'un coma éthylique lors d'une énième soirée arrosée. Évidemment, notre rapport au passé au sein duquel nous avons eu recours à des engagements et avons mené à bien des projets peut être ambigu et non caricatural. Ça peut ne pas être un strict prolongement ou une totale discontinuité. Sartre effectue ici une classification tripartite pour aborder cette nuance. Il nous parle donc d'un passé vivant, d'un passé mort et d'un passé dit ambigu. Le passé sera dit vivant lorsque ce qui a compté pour moi continue de compter, à partir de ce que je projette de faire par la suite. Le passé sera mort lorsque j'ai définitivement rompu avec ce qui avait de la valeur pour moi en fonction d'un nouveau projet, un nouvel être moi dans le texte, qui sera un nouveau projet fondamental, que je fais de moi-même donc, tandis que le passé ambigu sera justement une trace du passé pourtant renié au sein même du présent. Qu'est-ce que ça signifie et est-ce que c'est pas la preuve justement qu'on ne fait pas forcément ce qu'on veut puisque le passé peut continuer à avoir de l'impact sur notre présent même si nous renions celui-ci? Eh bien en fait, concrètement ce passé ambigu pour Sartre, c'est très simple, c'est juste le fait que notre projet que nous avons délibérément choisi nous amène à être sélectifs par rapport à ce que nous décidons de conserver du passé dans le présent. Pour illustrer ce point, Sartre prend l'exemple d'un costume laid. Le costume que Sartre a choisi a beau lui paraître laid, il n'empêche qu'il l'a choisi à une époque où il le trouvait beau.
Sinon, on voit pas bien pourquoi il l'aurait acheté. Bon. Mais justement, ce costume ne reste pas au placard ou n'est pas foutu à la poubelle par Sartre. Il porte son costume qu'il trouve dégueulasse. Pourquoi ? Eh bien parce que l'on n'a pas deux possibilités caricaturales face au temps, et en particulier au temps passé, faire comme si le passé n'avait jamais existé, ou au contraire, s'y complaire et voir le futur comme son éternel prolongement. En l'occurrence ici, Sartre fait le choix de conserver cet élément de son passé, le costume moche, parce qu'il estime que ce costume est un mal nécessaire s'il veut rester vêtu en attendant d'avoir suffisamment économisé d'argent pour pouvoir s'en acheter un neuf qui lui convienne. Il est donc possible, en fonction du futur qui se présente à nous sous l'angle du projet, de sélectionner ce qui, au sein de notre passé, auquel nous n'avons plus aucun attachement pourtant, doit être conservé afin que nous puissions réaliser notre projet. Tel le costume laid de Sartre, il y a une partie de notre passé que nous aimerions laisser au placard, mais nous choisissons de composer avec celle-ci car, en fonction des choix que nous faisons librement et qui sont en rapport avec un projet précis, nous sommes donc amenés à nous organiser en fonction de celui-ci afin de pouvoir rompre pour de bon avec lui par la suite. Il y a donc une unité, une cohérence de notre projet qui nous conduit, selon Sartre, à maintenir dans le présent certains éléments du passé face auxquels nous voulons tout de même rompre. C'est en ce sens que Sartre fait une jolie analogie par la suite avec le processus de création artistique, celui d'un tableau et celui de notre propre existence. Le peintre va agencer des éléments sur sa toile dans un certain ordre et selon le projet qu'il a en tête, et qui va conférer une unité, une vision d'ensemble à ce qu'il souhaite voir émerger sur cette toile. Il en va de même pour nous qui, en fonction de notre projet et de son unité, allons agencer les différents éléments de notre passé qui doivent encore compter au présent et vont ainsi structurer le déroulement de notre existence. Par analogie, nous sommes donc les artistes de notre propre existence que nous façonnons selon le projet que nous avons en tête lorsque nous répartissons d'une certaine manière l'importance de tel ou tel choix passé dans notre existence présente. Bon, c'est bien beau tout ça, mais si nous sommes les artistes de notre propre existence et si nous décidons à partir du futur qui se manifeste à nous sous la forme du projet, du poids réel que le passé doit avoir au sein du présent, est-ce que nous sommes maîtres de notre existence pour autant ? Le rapport que nous avons au temps, qui se ferait essentiellement sous l'angle du futur et de la projection, serait-il déterminé naturellement par quelque chose de plus fondamental encore que notre capacité à choisir, à savoir le fait que nous ne puissions plus choisir du tout à un moment donné. En effet, nos projets dans la théorie de Sartre n'ont de sens que sur un court ou un moyen terme, qui ne tient pas compte de la simple fin de l'existence, à savoir la mort, et de l'angoisse qui s'y rattache. Or, peut-on envisager que c'est cette angoisse face à notre propre finitude qui rend urgent la nécessité d'établir sans cesse des projets originellement ? Est-ce avant tout parce que le temps se termine avec la fin de notre existence, comme on l'avait vu par ailleurs dans une vidéo consacrée à Épicure, que nous sommes en tension permanente vers le futur, et que c'est par rapport à lui que nous considérons le temps ? C'est ce que l'on étudiera la prochaine fois avec un autre philosophe du XXe siècle dont la considération sur le temps est primordiale pour penser le souci du devenir et notamment le souci de soi à travers ce devenir-là, et on se demandera si la nature même de notre existence conditionne par avance la définition que nous avons du temps de façon première et fondamentale. En attendant, j'espère que cette nouvelle vidéo sur Sartre vous aura plu ou intéressé, j'espère que vous allez bien, et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Mon projet étant de clore prochainement cette série de vidéos sur le temps, je vous dis donc à très bientôt.